Des humains ont escaladé les plus hautes montagnes, conquis les océans, foulé le sol lunaire. L'aventure se poursuit, car une chose encore échappe à l'homme, apprivoiser et comprendre son propre imaginaire. Les Québécois habitent leurs différentes régions de plusieurs façons. Bon, ils l'habitent physiquement avec leur maison, ils l'habitent également économiquement avec leur production, ils l'habitent spirituellement dans leurs croyances, linguistiquement dans leur accent, puis finalement, symboliquement dans leur imaginaire. Comme ça. On utilise parfois l'expression « l'esprit des lieux ». C'est ce que le lieu a vécu, le passage de certaines personnes, des événements heureux ou tragiques. On a l'impression parfois qu'ils s'inscrivent dans le paysage. Bon, Saint-Zénon. Saint-Zénon, ça, c'est situé... comment je pourrais bien... Il y a des lacs, des rivières, des... Oui, c'est ça, dans l'Anaudière. Saint-Zénon, c'est dans l'Anaudière. Et l'Anaudière, c'est un peu... Il y a des lacs, de la forêt, des rivières aussi. Saint-Zénon est là. On est dans le nord de la Naudière, dans la petite région où la MRC qui s'appelle Matawini. Sur ces vieilles roches-là, on va voir des traces qui paraissent absolument ni concevables, ni pensables. On voit l'immense plateau et sous nous, on est sur les plus vieilles roches du monde. Ce qu'on appelle en géologie le bouclier canadien. Bon, les voilà, les fameuses roches qui ont plus d'1 milliard d'années. Vous me disiez que c'était métamorphique, c'est ça? Oui, la catégorie métamorphique, qui ont eu des pressions énormes, ce qu'on appelle un gneiss, en l'occurrence rubané, on le voit très bien quand on marche. Et puis, tout près d'ici, il y a des évidences qui, là, vraiment, ont laissé perplexes les géologues. Ces traces-là, les Indiens l'avaient expliqué ou l'auraient expliqué par le fait que des êtres descendaient du ciel si vite qu'ils avaient les pieds brûlants et qu'ils étaient capables donc, par ce feu du ciel qui était au bout de leurs pieds, de laisser une empreinte encore visible. Tout du mocassin est là, même ici. Ici, on dirait quasiment une partie du sabot d'un chevreuil. Ici, il y a l'esquisse de Dieu. Quasiment, ça aurait pu être presque un fer de cheval. C'est une trace de mocassin. Ça c'est... Moi, le premier, puis alors, je ne l'ai pas eu, l'explication. J'ai fait même venir un géologue, là, vraiment, qui travaille à la MRC, un authentique géologue. On n'est pas dans des roches sédimentaires. Puis c'est pas le ruissellement de l'eau d'une grotte. C'est difficilement explicable par la force du vent, ou la pluie, ou le gel des gels. Parce que c'est pas brisé, il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de faille. Non, il n'y a pas d'explication géologique. Il faudrait vraiment que la chaleur soit... Oui, mais si on arrive du ciel, puis j'imagine qu'on a les pieds assez chauds pour la faire fondre. Oui, et surtout, on peut arriver très vite. Ouais. Mais oui, voilà, le ciel, c'est une explication qui économise d'autres explications. Moi, je pense qu'on a besoin tout autant d'explications merveilleuses que scientifiques. Les deux sont nourrissants. À la limite, le merveilleux ou le fantastique ou le mystérieux est peut-être même plus nourrissant. C'est parce qu'il nous laisse même une place pour le rêve. Bon, au Québec, des traces étranges et inexplicables dans la pierre, on s'entend là-dessus,
Il y en a un peu partout dans toutes les régions. D'ailleurs, le diable aurait laissé sa griffe dans une pierre à Saint-Lazare-de-Bellechasse et il aurait même imprimé la forme de ses fesses dans le roc. Bon, imprimer la forme de ses fesses dans le roc. Bon, ça c'est une chose, ça va, c'est relativement facile. Mais recevoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de pierres sur la tête, ça, c'en est une autre. Je sais pas si vous connaissez José le diable. Ouais. Ouf, pas chanceux, lui. Bon, fait que c'est ici que José le diable aurait été Oui. enterré Oui. par la malédiction divine. Avec sa charrue puis avec ses bœufs. Ici, ce qu'on appelle, ça a plusieurs noms. Ça s'appelle le champ des Guérets, ça s'appelle le champ du diable, le champ de patates, ça a à peu près tous les noms possibles, là. Mais celui qui est le plus connu, c'est le champ de patates. Ce que nous racontaient nos parents, à un moment donné, il est arrivé un étranger, un monsieur qui est assez spécial, là, qui était assez intriguant aussi, parce que personne ne savait d'où il venait ce gars-là. Dans la légende, le José le diable. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il voulait, tout simplement, c'est vivre cette petite vie tranquille, puis fichez-moi la paix. Un bon dimanche, il y avait un paquet de monde qui s'en allait à la messe, puis ils ont rencontré ce fameux gars-là, puis qui s'en allait, lui, à ses champs. Il y a un vieux monsieur qui était un petit peu scandalisé, puis il a dit, écoute, là, tu ne devrais pas faire ça comme ça, tu devrais venir à la messe avec nous autres. Alors, là, évidemment, le bonhomme s'est choqué, puis il a dit, fichez-moi la paix avec vos histoires, moi j'ai du terrain à faire, de l'ouvrage à faire ce matin. Puis il n'était pas si tôt arrivé à son champ pour faire son travail que les cloches de l'église sonnaient pour la dernière fois pour annoncer aux gens, c'est la messe qui commence, puis tout ça. Juste à ce moment-là, il est arrivé un coup de tonnerre extraordinaire, incroyable, qui a semé la panique partout dans la région, parce qu'il n'avait jamais entendu ça, une affaire de même. Il y a un immense éclair qui a traversé le ciel. Là, le bonhomme, il est tombé une espèce de puits de graines de cailloux. Qui sont tombés sur lui, qui ont enseveli, et lui, le bonhomme, sa charrue, ses bœufs, puis tout ça. Puis longtemps après, même pendant très longtemps après, les gens qui se prenaient autour du terrain, il y avait toujours la frousse parce qu'ils entendaient toujours des plaintes venant de sous ces fameuses roches-là, là, puis quelqu'un qui appelait, puis qui appelait, puis qui appelait. Il y a beaucoup de légendes qui sont inspirées par des absences. Des absences, par exemple, de l'être aimé qui disparaît, qui doit revenir, mais qui ne revient pas. Ça se passait en 1805. Et Charles Desgagnés était parti en Angleterre porter du bois. Et tout l'été, Louise, sa promise, descendait sur sa roche et elle regardait le fleuve en guettant son Charles. Et ensuite, à l'automne, là, elle commençait à s'inquiéter parce que Charles ne revenait pas vite. La pauvre personne qui attend, en général, c'est des femmes qui attendent l'homme. Il y a quelques exemples au contraire, qui fait que la personne, pleure, pleure et pleure. Et finalement, à force de pleurer, pour prendre l'expression très populaire, elle finit par virer roche. Alors, ça coule depuis combien de temps, cette roche-là? J'ai le souvenir, étant toute petite, de l'avoir vue couler. Et c'est comme ça que certaines roches pleureuses, justement, sont nées par ce phénomène étrange d'une roche qui dégoûte constamment. Et c'est là qu'on a inventé donc la larme humaine pour expliquer un phénomène étrange. Louise était devenue la roche qui pleurait. Et cette eau descendait lentement vers le fleuve, vers l'océan, pour qu'elle aille enfin rejoindre son bien-aimé. Et depuis ce temps, cette roche pleure les larmes de Louise. Bon, mettons quelque chose au clair tout de suite. Dans la mythologie québécoise, il n'y a pas de fées. Non.
Il y en a en Europe, partout, dans les landes, sur le bord des routes, dans les puits, en haut des montagnes. Il y en a partout, ça pullule les fées, il y en a presque sur les autoroutes. C'est dangereux d'y frapper. Mais au Québec, rien. Rien, sauf à un endroit, au lac Saint-Jean. Et c'est une fée et une apparition mariale, un peu des deux, une belle histoire, vraiment. Nous sommes au parc de la caverne Trou de la Fée, qui est un attrait touristique. Et il y a des particularités, puisque bon, ça allonge la rivière Métabetchouan, bien sûr, qui nous donne de magnifiques paysages extraordinaires. La nature, pour les amants de la nature, c'est merveilleux. Mais la caverne elle-même est je dirais, un phénomène unique, disons, rarissime au Canada. Nous, ici, la caverne, c'est un habitat faunique avec les chauves-souris. Les chauves-souris sont ici depuis des millénaires. On l'a retrouvé quand, cette grotte-là? Ah, ça date de 1920. Les travailleurs qui étaient affairés à la construction du barrage ont aperçu un aigle qui survolait la rivière. Et curieux, ils ont voulu savoir où était le nid de l'aigle, parce que l'aigle disparaissait derrière la montagne et il revenait. Là, ils sont partis avec des corps. Et arrivés ici même, à l'entrée de la caverne, plutôt que de trouver le nid de l'aigle, ils ont trouvé l'entrée de la caverne, lors de la construction du barrage au début des années 20. En 1939, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on sait qu'il y a eu la conscription. Les Canadiens français, pour la plupart, étaient contre la guerre, contre la conscription. Donc, les jeunes hommes qui, plutôt que d'être enrôlés, quittaient, allaient se cacher pour ne pas être enrôlés. Donc, ils sont terrés ici à l'intérieur de la caverne. Et bien sûr que l'angoisse, l'ennui, tout ça, de leur famille, de leurs proches en général. Et un jour, ils ont décidé, munis de torches, d'aller explorer la caverne au plus profond. Ça va, Brian? Oui, Fais oui. attention à ta tête ici. Surveille ta tête ici. C'est pas une place faite pour les grands formats. Non, hein? Mais là, on est dans un espace beaucoup plus grand, Brian. Nous sommes dans la troisième chambre, le début de la troisième chambre. Regarde. Quand les gars sont arrivés avec les torches, les flammes qui oscillent, la lumière qui oscille, les ombrages, et que là, la fée leur est apparue. Imaginez la stupeur de ces gens-là, de ces hommes-là, qui, explorant pour la première fois la caverne, lorsqu'ils sont arrivés au plus profond, qui ont aperçu une lueur blanche devant leurs yeux, se sont frottés les yeux pour être bien sûrs de ce qu'ils voyaient certainement, parce que là, dans le fond, ils n'en croyaient pas leurs yeux, ils se demandaient qu'est-ce qui arrivait là, une apparition comme celle-là, une magnifique fée devant eux, qui ouvrit les bras et qui leur annonça la fin de la guerre. Ils ne devaient pas en revenir. Ouais, Ça a dû être extraordinaire. Je veux dire, ils devaient être abasourdis complètement. Pour eux, c'était les réjouissances. Ils sont partis à la course, remonter à la lumière du jour pour justement regagner le village et retrouver leur famille. Le 8 mai 1945, les Allemands capitulaient et la fée apparaissait aux réfugiés de la grotte de Desbiens pour leur annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on l'a imaginé? Ça n'a pas d'importance. Les plus grands mystères font les plus belles histoires. Le rocher de grand-mère. C'est l'histoire d'une jeune femme, une Amérindienne, qui aime un homme. Les deux doivent s'épouser, mais lui doit partir à la guerre. Alors il lui dit, je vais te marier quand je vais revenir de la guerre. Elle, contente, s'installe sur une île au centre de la rivière Saint-Maurice, juste en haut d'une chute pour le voir arriver de loin, et elle attend son retour. Puis elle attend, sauf que son amoureux n'est jamais revenu de la guerre, puisque il s'est fait tuer là-bas. Alors, elle a vécu sans jamais le savoir, en l'attendant toute sa vie, et à la fin de sa vie, lorsqu'elle est morte, l'île, pour la remercier d'avoir passé autant de temps avec elle, a sculpté son visage dans un immense rocher pour qu'on se souvienne toujours de ce symbole d'amour et de loyauté. C'est beau, la légende du rocher de grand-mère.
C'est extrêmement dangereux, oui. Nos parents nous disaient, le trou du diable, n'allez pas là, n'allez pas là. Magnifique vue, c'est là, c'est ça. Oui, c'est exactement ici le trou du diable. Alors, comme on peut voir, la profondeur de l'eau, l'eau étant très noire, alors c'est une indication quand même assez précise qu'il y a une très grande profondeur d'eau. Et le trou a été creusé par l'érosion au fil des années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on appelle ça le trou du diable. Un trou sans fond. Un trou sans fond. Je suis Shawiniganais. J'habite d'ailleurs la maison de mon grand-père qui a 100 ans cette année. Alors, mon grand-père, je peux pas dire qu'il m'en a parlé beaucoup, là. Mais il y avait une rumeur qui circulait que c'était le diable qui avait attiré le père Buteux dans les abîmes, dans les profondeurs du trou du diable. 1652, le père Jacques Buteux est à son deuxième voyage en Mauricie. Il monte la grande rivière Saint-Maurice pour aller évangéliser les têtes de boule, les Atikamekw, près des chutes d'Ashawinigan. Shawinigan, qui veut dire portage sur la crête. Il est capturé par une bande d'Iroquois sauvages qui le déshabillent, le torturent et le lancent dans le fameux trou du diable, le trou sans fond des chutes. Le père Buteux, on dit qu'à ce moment-là, son âme serait sortie de l'eau lorsqu'il aurait touché le trou du diable et qu'elle serait montée vers le ciel. Le diable a eu son corps, mais son âme est montée vers le Créateur. Faites attention, parce que le diable vous surveille, on ne sait jamais. Vous pouvez être attiré d'une chute ou peu importe. Et à ce moment-là, vous allez disparaître, puis personne n'entendra parler de vous. Dans les cultures amérindiennes, ce qu'on ne comprenait pas tout à fait, on l'expliquait souvent par la présence de géants. Ouais. On disait que les géants pouvaient tailler des montagnes, changer le cours des rivières, raser des forêts. Mais ils pouvaient aussi, ces géants-là, faire des trous. Ouais. Des trous assez particuliers. Les géants ici, c'est des bons géants. Puis on n'était pas du mauvais monde. Si on avait été du mauvais monde, ils nous auraient organisé, parce qu'un géant, là, il faut faire bien attention à ça. Hein? Oh, il faut bien se conduire avec ça. Si jamais vous envoyez, là, soyez bien prudent avec eux autres. Il vaut mieux le sourire que le faire une grimace. Ici, nous sommes à Saint-Joachim, au Grand Canyon des Chutes Sainte-Anne. Les marmites de géants, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est que par les nuits de clair de lune. Parce que les géants, ils sortent pas quand il fait pas clair de lune. Là, ils s'amènent ici. Puis ils prennent des gros pains, là, comme vous voyez là. Puis avec ces gros pains-là, ils se font des cuillères. Puis là, ils s'apportent du sang de dragon. Puis ils vident ça dans la marmite, ils mettent de l'eau, puis là, ils mettent toutes sortes de composites là-dedans. Puis avec leurs grosses cuillères, là, ils brassent leur soupe là-dedans. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle des marmites de géants. Moi, je n'ai jamais goûté à la soupe, je ne sais pas comment ça goûte, mais ça ne doit pas bien être bien. On appelle marmite de géant. Et c'est d'ailleurs un terme que les géographes utilisent pour décrire une espèce de trou rond, circulaire, parfois très régulier. En fait, l'explication est simple, c'est que lorsqu'il y a, comme la rivière Sainte-Anne, lorsqu'il y a un courant très, très fort, la rivière transporte des roches. Et elles sont projetées dans un tourbillon. Et lorsque la roche tourne comme ça très longtemps, bien, ça finit par creuser comme une vrille. Et comme l'eau arrive avec beaucoup de force, bien, le travail continue pendant des années, sinon des siècles. Il finit par creuser une marmite. Des fois, je suis chez moi, là, puis des fois, la nuit, j'y pense à ces géants-là. Là, je me lève la nuit, puis surtout les nuits de clair de lune, je me dis, ouais, ils doivent être au chute, là. Étant géographe de profession, j'ai toujours pensé que les paysages ont toujours deux réalités. La réalité très concrète, celle qui s'offre au regard dès qu'on l'aperçoit, et il y a une autre réalité qui est dans le regard de ceux qui sont devant le paysage.
Au Moyen Âge, lorsqu'on voyait tomber des pierres en feu du ciel, on se disait que c'était le diable. Aujourd'hui, avec la science, on sait que ce sont des météorites. Eh oui. L'être humain ne supporte pas le vide et a besoin d'avoir une explication à tout. Et lorsque l'explication logique n'est pas là, l'être humain se réfère au surnaturel. Le champ de patates de Rigaud, là, c'est le bon Dieu, ça, qui a puni José le diable? En fait, il y a une explication géographique. Non. Qui est difficile, mais qui existe, oui. C'était que, vous savez, toute cette région-là a été couverte de glaciers. Et les glaciers transportaient des roches qui devenaient rondes à force d'être râpées dans le fond des vallées et qui transportaient aussi des sables. Et lorsque ça a été recouvert par la mer, parce que quand le glacier a fondu, ça fait une mer, l'eau a lavé tout ça et a enlevé les sables. Il n'est resté que les roches. Et ça fait un champ extraordinaire. Puis il y a une trace qui est inexplicable en haut d'une montagne à Saint-Zénon. Ah, celui-là, d'après mon humble explication, c'est que c'est un pur hasard. Il y a quand même des paysages ou des phénomènes dont la seule explication est le hasard. Ça existe, compter au lieu d'expliquer rationnellement. Il y a des gens qui sont de la graine de compteur. De toute façon, quand c'est trop sérieux, trop scientifique, on dirait que ça coupe le fun. Moi, je pense que les gens ont besoin encore de merveilleux dans leur vie. On voyage en imagination ici. Et peut-être que les paysages ont eux-mêmes une mémoire. Et c'est cette mémoire-là que l'imagination souvent va chercher et développe parfois des contes, des légendes. Le Québec est une terre immense et sa population occupe moins d'1% du territoire. Notre terre est extraordinaire, pleine de ressources naturelles. Et je pense que notre plus belle richesse, c'est notre façon d'interpréter puis de se raconter ce territoire-là. Soyons fiers de ce que nous avons, car nous avons un réservoir exceptionnel de lieux et de créatures fantastiques. Non, ben là, tu sais, je suis motivé un peu, là. Un paysage, c'est pas une note, c'est une symphonie. Et comme Nietzsche disait, sans la musique, la vie serait une erreur.